Je vous remercie pour votre présence. Nous avons les excuses de Cindy Meyer qui donne pouvoir à Julie Lafleur, de Blandine Pagnon qui donne pouvoir à Sylvie Boutel, de Franck Silano qui donne pouvoir à Franck Joly, de Nicole Camp qui donne pouvoir à Dominique Robert et de Sandra Dorier qui donne pouvoir à Bruno Lacambine mais qui n'est pas encore arrivé. Merci. Nous allons élire un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats pour la... Alors, Bernard Brobeau, Franck étant dissipé, les 3 candidats. Êtes-vous d'accord pour la candidature de Bernard Brobeau? Je me retire de la candidature. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 mai 2023. Vous avez pris connaissance de ce compte-rendu. Avez-vous des observations à formuler sur le compte-rendu de tous ordres? Des questions, des précisions? Pas de précision. Qui est pour l'approbation du compte-rendu du 22 mai 2023? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je passe la parole à Blandine Bamé-Monfray. Donc, comme on fait régulièrement, je vais vous faire l'état des investissements qui ont eu lieu sur la période du 6 avril au 21 juin. Donc, en fait, c'est simplement une délibération où il faut prendre acte. Donc, à l'opération 13, informatique mairie, il y a eu des dépenses pour 2800 € qui correspondent à une évolution du logiciel cimetière. Ensuite, l'opération voirie, pour un montant total de 18 187,09 €, donc qui correspondent à des travaux de voirie et au schéma directeur d'assainissement. L'opération matériel signalétique, bâtiment et voirie pour 809,64 € qui correspondent à des balises de contournement. L'opération matériel et services techniques pour un montant total de 1302,20 €, donc c'est du matériel divers. L'opération aménagement urbain pour 66 471,89 € qui correspond à des études de requalification et également le WC du public du cimetière. L'opération logements communaux, donc là il y a un gros montant pour 55 390,57 € qui correspondent à des diagnostics énergétiques sur tous les bâtiments communaux. Et une opération financière pour 150 000 € qui correspond au remboursement de la subvention du foyer municipal comme les travaux n'ont pas été réalisés pour le moment. Donc ce qui fait un montant total d'investissement pour cette période de 294 961,39 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Pour ADV Dubois, on arrive à la fin de leur mission au niveau financier. Bientôt, puisqu'il y a un dernier rendu suite à un peu nos réunions que vous avez fait, où Paul Mylène va leur faire un retour de façon à ce qu'on essaye de se positionner sur le scénario que nous retiendrons. Il sera retenu. Je suis la délibération. Donc, Monsieur le maire fait part à l'Assemblée des décisions prises en application de l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Une pièce jointe présentant le détail de ces décisions est transmise avec la note de synthèse. Donc, le conseil municipal, après délibération, doit prendre acte des décisions prises du 6 avril 2023 au 21 juin 2023 en application de l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour prendre acte? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Acquisition parcelle numéro 1115. Il s'agit de la parcelle qui contenait le garage Mercedes qui a déménagé il y a peu de temps. Si vous le voulez bien, je vous lis le texte de la délibération. Acquisition de parcelle numéro 1115. Le maire rappelle qu'il y a lieu d'annuler la délibération numéro 2022-50 relative à l'acquisition de la parcelle
B numéro 1115, prise le 14 novembre 2022 et droit d'y libérer après négociation. En effet, la commune de Saint-Georges-de-Ornins envisage toujours l'acquisition de la parcelle B numéro 1115, 650 avenue Léon Feuillard à Saint-Georges-de-Ornins, propriété de l'entreprise Silax. Il s'agit d'un tellement d'une superficie de 9339 m² comprenant un local commercial de 1000 m². Le maire propose que le tellement soit acheté en vue d'un renouvellement urbain dans ce secteur central de la commune. Le maire demande à l'Assemblée de se prononcer sur le montant de l'acquisition envisagée à hauteur de 1 350 000 € TTC hors frais d'acte. Vu la vie des domaines du 2000 juin 2023, après délibération, le conseil municipal fixe le prix d'acquisition de la parcelle B numéro 1115 à 1 350 000 € TTC hors frais d'acte, autorise le maire à signer tout document relatif à cette acquisition. Dit que le montant de l'acquisition de ce tellement est bien inscrit au budget 2023 de la commune. Avez-vous des questions à poser ou des précisions, sachant que nous avions déjà voté pour une somme légèrement supérieure, puisqu'au début c'était 1 450 000, après 1 400 000. Maintenant nous avons négocié un petit peu 1 350 000, compte tenu du fait qu'il y a un peu d'amiante et que nous serons peut-être amenés à faire des travaux de désamiantage. Donc on a négocié une somme complémentaire. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Justement, sur la dépollution du site, il y a déjà une estimation qui a été faite ou pas? Alors, le site doit être, oui, dépollué. C'est-à-dire, s'il y a une dépollution, c'est le pollueur-payeur. C'est le principe pollueur-payeur. Par conséquent, avant, il y a un contrôle qui est fait, et donc il dira s'il y a une somme de dépollution ou si c'est conforme. Et ça, c'est le rôle de l'occupant, du locataire, qui devra se mettre à jour de cette... L'amiante, c'est autre chose. C'est comme les DPE, c'est comme le gaz, c'est comme tout ça, tout ce qui touche le bâtiment. Et ça sera retiré de la somme ou pas? En fonction que... Non, mais s'il y a une dépollution... Non, mais c'est... Oui. Non, mais bon, c'est Mercedes, hein, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème. Mais c'est pollueur-payeur, donc nous, le site doit être mis libre de toute pollution. On est obligé de prendre une nouvelle délibération, alors que le prix a diminué, on ne pouvait pas directement faire une délibération en disant pour un maximum de... Non, on est sur une délibération, en plus sur un montant aussi important, et puis je dirais quel que soit le montant, il faut que ce soit inscrit au budget, et il faut que le prix soit délibéré par le Conseil en parfaite connaissance de cause. D'ailleurs, on a refait faire une nouvelle, vous avez vu la date du 8 juin, on a fait refaire un passage des domaines qui l'ont évalué, je vous rappelle, à 1 100 000 €. Donc on est au-delà, mais on est au-delà, je vous l'avais dit la dernière fois, et on était tous d'accord pour acter que c'était un site quand même intéressant pour la commune et qui méritait, qui valait cette somme. D'autres questions? Je vous propose de passer au vote, qui est pour l'acquisition de ce bien tel que ça a été précisé, qui s'abstient, une abstention, qui est contre. Je vous remercie. Régime indemnitaire applicable pour la fonction publique territoriale, gestion des effectifs au 1er septembre 2023. Et de toute façon, c'est Blandine qui va vous exposer les deux sujets qui suivent. Alors, le tableau des effectifs au 1er septembre 2023, donc comme chaque année à la même période, on vous fait voter ce tableau. Donc notamment les changements, c'est par rapport au personnel cantine et école, puisqu'on ajuste les contrats chaque année suivant les besoins qu'on a. Il s'avère que cette année, on a pas mal de changements, notamment à l'école élémentaire, puisqu'on a départ en retraite de Françoise Tonnerre, et également une mise à dispo de Chantal Mariano, donc qui fait qu'on a deux postes vacants, et donc on a essayé de remodeler un peu ces postes pour qu'ils soient, au niveau des horaires, et donc c'est ce qui fait l'impact sur du temps de travail. Et on a besoin chaque année de revoir, suivant chaque année, on voit comment ça s'est passé, etc. Donc on a besoin de réajuster, et suivant le nombre de semaines d'école, etc. Et il y a aussi la création d'un poste sur le secteur administratif.
puisque on envisage, enfin la candidature est lancée pour recruter quelqu'un à temps complet sur le poste de communication culture. Aujourd'hui, on avait un alternant, et donc la commission culture a jugé il faudrait quelqu'un à temps complet. Donc c'est pour ça qu'on l'intègre dans le tableau des effectifs pour septembre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tableau? Après, c'est un peu rébarbatif, mais c'est juste des ajustements pour l'école et puis la création des postes de communication. Ouais, c'est ce qui est en jaune, c'est les modifications. Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire expose que suite au mouvement de personnel en charge de l'accompagnement des écoles et du restaurant scolaire, le tableau des effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Renins doit changer pour permettre notamment de finaliser la nouvelle organisation annuelle. Dans ce cadre, il y a lieu de redéfinir le tableau des effectifs comme transmis en annexe de la délibération. Il est précisé que 2 postes sont créés. Il y a une modification du temps de travail de plus de 10%, soit 16,6 35e et 28,9 35e et 6 modifications du temps de travail de moins de 10%. Par ailleurs, il convient de souligner les points suivants. La collectivité prévoit le recours aux contractuels pour tous les emplois permanents. Le type de contrat pouvant être appliqué sont les suivants. Pour le remplacement temporaire, dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire, lorsque les besoins de service ou la nature des fonctions le justifient, ou pour les temps de travail non complets à 17,5 35e. Donc le Conseil doit autoriser Monsieur le maire à créer ces postes et prendre les arrêtés individuels correspondants. Dit que cette modification du tableau des effectifs prend effet au 1er septembre 2023. Dit que les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2023. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je poursuis. Oui. Donc régime indemnitaire applicable pour la fonction publique, RIFSEP. Donc ça c'est un nom un peu barbare, qui est le mode de... c'est le salaire des fonctionnaires, donc qui sont constitués de plusieurs éléments. On avait pris cette délibération de mémoire, je crois que c'était en 2017, pour passer à ce régime indemnitaire. Et donc, lorsqu'on avait pris cette délibération, qui était une délibération qui était proposée par le centre de gestion, toute la filière technique, donc c'est-à-dire toutes nos parties services techniques et puis dans les services administratifs, il y a quelques personnes aussi aux écoles qui font partie de la filière technique, mais toutes ces filières-là, elles étaient complètement omises de la délibération. Donc en fait, on prend simplement une délibération pour mettre à jour ce qui était déjà, mais en intégrant les personnes qui n'étaient pas prévues dans ce régime indemnitaire, bien qu'ils étaient déjà payés de cette sorte. Donc c'est juste une mise à niveau de la délibération. Ouais, je ne sais pas si vous avez plus de questions. Ça change rien, c'est une mise à jour de la... Elle est si longue la délibération là? Alors on y va. Vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles L712-1, L714-1, L714-4 et 6 et L714-8, vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, vu le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, vu l'arrêté du 25 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEP, vu l'article du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, vu l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps d'adjoint administratif des administrations de l'État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, vu l'arrêté ministériel du 19 mars
2015, pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2015, pris pour l'application au corps d'adjoint technique de l'administration de l'État, de l'État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, vu l'article ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, vu l'arrêté ministériel du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs et de recherche des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2021 pris pour l'application au corps des ingénieurs divisionnaires des TPE des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2021 pris pour l'application au corps technique supérieur du développement durable des décisions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, vu l'article favorable du comité technique du centre de gestion du Rhône en date du 3 juillet 2023, vu la délibération numéro 2017-22 du 13 mars 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, Monsieur le maire informe l'Assemblée que la délibération de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel nécessite une mise à jour, notamment au niveau des cadres d'emploi concernés. À ce jour, les textes sont sortis pour toutes les filières, y compris la filière technique pour laquelle nous n'avions pas délibéré antérieurement. Catégorie C. La filière police municipale n'est pas concernée par cette réforme. Le RICEF est composé de deux parties. Une part fixe, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise qui vise à valoriser l'exercice des fonctions, et une part variable, le complément indemnitaire annuel, donc le CIA, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Cette indemnité complémentaire n'est pas obligatoire. Le RICEF est cumulable limitativement avec certaines primes et indemnités énumérées dans l'article du 27 août 2015, et notamment avec les indemnités composant le travail de nuit, de dimanche et les jours fériés, les indemnités d'astreinte et d'intervention de permanence, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l'indemnité complémentaire pour la participation des consultations électorales. Article 1. Le principe l'IFSE vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du régime indemnitaire. Cette indemnité repose d'une part sur la formalisation précise des critères professionnels et d'autre part sur la prise en compte de l'exercice professionnel. Elle est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. Article 2. Les bénéficiaires. L'IFSE s'adresse aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel de la commune. Dans notre commune, les cadres d'emploi concernés sont les attachés territoriaux, les rédacteurs territoriaux, les adjoints administratifs territoriaux, les ADSEM, les adjoints d'animation territoriaux, les animateurs territoriaux, les agents de maîtrise, les adjoints techniques territoriaux, les techniciens territoriaux, les ingénieurs territoriaux. Article 3. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima. Chaque part de l'IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous, ça vous l'aviez en pièce jointe le tableau, et applicable aux fonctionnaires de l'État. Chaque emploi ou cadre d'emploi réparti entre différents groupes et de fonctions au vu des critères professionnels suivants. Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement et de coordination d'une équipe. D'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projet. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l'exercice des fonctions. Valoriser l'acquisition de la mobilisation des compétences plus ou moins complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l'agent. Suggestion particulière au degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel, contraintes particulières liées au poste physique, responsabilité prononcée, lieu d'affectation. Le tableau de l'IFSE voté au conseil municipal figure en annexe. Article 4. Le réexamen du montant de l'IFSE. Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen. En cas de changement de fonction, au moins tous les 4 ans en l'absence de changement en fonction et au vu de l'expérience acquise par l'agent. En cas de changement de grade à la suite d'une promotion interne, réussite de concours et avancement de grade. Article 5. Les modalités de maintien ou de suppression de l'IFSE en cas d'éloignement du service. En cas d'indisponibilité de l'agent, congé annuel, congé maternité, paternité, adoption, maintien obligatoire.
Congé longue maladie, congé grave maladie, suspension. Congé maladie ordinaire, l'IFSE suivra le même abattement que la rémunération principale. Temps partiel thérapeutique et PPR, donc période préparatoire au reclassement, l'IFSE suivra les mêmes abattements que la rémunération principale. CITIS, donc c'est le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'IFSE suivra le même abattement que la rémunération principale. En outre, l'IFSE pourra être diminué ou supprimé en cas de sanction disciplinaire par voie d'arrêté individuel. Article 6, périodicité du versement de l'IFSE, elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. Donc ensuite, le complément d'indemnitaire annuel, donc appelé le CIA. Article 1, le principe. Le CIA est lié à l'engagement professionnel et la manière de servir appréciée lors des entretiens professionnels. Article 2, la détermination des groupes de fonctions et des montants maxima. Chaque part du CIA correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicable aux fonctionnaires de l'État. Chaque emploi ou cadre d'emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants. Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l'exercice des fonctions. Suggestion particulière et degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le tableau de CIA proposé au conseil municipal figure en annexe. Article 3. Les modalités de maintien ou de suppression du complément indemnitaire annuel. Le CIA n'est pas obligatoire, son versement reste conditionné cumulativement par les impératifs budgétaires et les résultats de l'entretien professionnel. En cas d'indisponibilité de l'agent, donc en cas de congé annuel, congé maternité, paternité et adoption, maintien obligatoire. Congé longue durée, congé longue maladie, congé grave maladie, suspension. Congé maladie ordinaire, suspension. Temps partiel thérapeutique et période préparatoire au placement, maintien. CITIS, donc c'est le congé pour invalidité temporaire imputable au service, suspension. En outre, le CIA pourrait être diminué ou supprimé en cas de sanction disciplinaire. Article 4, périodicité du versement du CIA. Le CIA fera l'objet d'un versement annuel en décembre et ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. Donc cet exposé entendu, donc le conseil municipal devra donc remplacer la libération 2017-22 selon les modalités ci-dessous exposées, conformément au tableau figurant en annexe et dans la limite des textes applicables à la fonction publique d'État, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, ainsi que le complément indemnitaire de CIA. Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget, dit que l'attribution de l'IFSE et du CIA fera l'objet d'arrêtés individuels, dit que l'attribution de l'IFSE et du CIA sera fixée par arrêté individuel indiquant le montant perçu par chaque agent au titre du RIFSEP, dit que la présente délibération prendra effet au 1er juin 2023. J'espère que vous avez tout compris. Tu peux répéter? J'ai loupé le fil. La fiche de paye, elle fait 4 pages. Est-ce que vous avez des questions? Au niveau de la Donc ça ne change rien à ce qui se passe actuellement, simplement on a mis à jour, on a intégré la partie technique qui n'était pas inclue dans la déclaration. Et ça concerne le régime indemnitaire des salariés de la commune. En fait, où il y a des parties qui sont un petit peu fixes et puis d'autres parties variables en fonction du service, en fonction de la qualité, en fonction de la responsabilité, etc. Donc c'est plutôt bien comme dispositif, mais c'est vrai que c'est pas très, pas très facile à digérer. Eh bien, vous n'avez pas de questions? Qui est pour l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et je remercie surtout Blandine, aussi Blandine, de nous avoir fait cette lecture extrêmement exhaustive et claire, pour ceux qui l'ont suivi. Blandine, moi un coup. Je continue. Je t'insiste. Donc, désignation référent déontologue de l'élu local. Donc, ça, pour faire simple, c'est le centre de gestion qui nous propose, qui nous propose, en fait, il faut qu'on ait un élu local référent en matière de déontologie, notamment par rapport aux élus locaux. Et donc, ils ont nommé un. En fait, il dit non, mais si, c'est un élu qui est du centre de gestion. Oui, il y a un élu donc, qui est élu au centre de gestion.
on a même le nom dans la délibération, par Élise, une certaine Élise, après le nom il est un peu indigeste aussi, qui... Non, mais pas aussi. Elle est comme bien, j'espère. Non, mais je parlais de la délibération. Ah bon. Et donc, cette personne-là, si on a besoin, on peut faire appel, et donc on serait facturé 80 € par dossier traité, donc qui serait ajouté à notre cotisation annuelle qu'on verse au centre de gestion. Mais en fait, si on s'en sert pas, rien n'est facturé. Si on s'en sert, on paye au nombre de dossiers qui sont traités. Donc ça, c'est une obligation du Code général des collectivités qui nous impose d'avoir recours à ce service. On est d'accord ? En fait, pour faire simple, l'élu local doit respecter une charte de déontologie qui a été lue et actée par chacun d'entre vous en début de mandat. Et cette charte de déontologie, parfois, il peut y avoir des problèmes d'interprétation et d'application pour un cas particulier. Et en cas de doute, eh bien la meilleure solution, afin d'éviter de tomber dans cet écueil, ou de risquer de tomber dans un écueil qui soit de ce type, c'est de prendre contact avec le référent déontologique et de lui exposer le cas et vous dit c'est bon, c'est pas bon, comment il faut le gérer. Bon, c'est une sécurité supplémentaire. Bien ça. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ? C'est dédié à des communes plus grandes que nous. Pardon ? C'est dédié à des communes plus grandes que nous. Non, c'est quelle que soit la commune. La CCSB l'a voté la semaine dernière, donc et je pense que ça doit concerner toutes les communes qui sont adhérentes au centre de gestion. C'est une sécurité, on va dire. C'est un service. C'est un service. Je vous lis la délibération. Monsieur le maire rappelle que conformément à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, les élus membres du conseil municipal doivent exercer leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Cette charte fixe les 7 points principaux déontologiques qu'un élu local doit respecter. Donc l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de ce mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre les mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérante et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Le même article prévoit que tout élu local peut consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ses principes déontologiques. Les règles relatives à la désignation de ces référents ont été précisées dans le décret 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif aux référents déontologiques de l'élu local. Ainsi, à compter du 1er juin 2023, un référent déontologue doit être désigné par le conseil municipal. Les missions de référent déontologue doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par les personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Le CDG 69 a déjà institué la fonction du référent déontologue des agents, assuré par Élise Untermeyer-Kerléo, qui dispose de toutes les qualités et compétences requises pour exercer cette mission. En outre, le référent déontologue dispose des outils mis à disposition par le CDG 69 permettant une saisine confidentielle des demandes, un traitement des questions dans le respect des principes de déontologie et un suivi quantitatif et qualitatif de son activité.
Le CDG 69 propose donc aux collectivités, groupements de collectivités et syndicats mixtes qui le souhaitent de pouvoir désigner le référent déontologue des agents du CDG 69 comme référent déontologue pour leurs élus. Afin d'assurer toute la gestion administrative et financière des relations entre chaque collectivité ou établissement et le référent déontologue élu, le CDG 69 mettra à disposition les mêmes outils que pour exercer la fonction du référent déontologue et des agents, garantissant ainsi la confidentialité des saisines. À l'instar des agents, les élus pourront le saisir via un formulaire de saisine dématérialisé ou par courrier envoyé au CDG 69. Le référent déontologue pourra contacter, si besoin, l'élu qui recevra ses réponses par écrit, courriel ou courrier en fonction du mode de saisine. La rémunération du référent déontologue sera assurée par le CDG 69 dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, soit 80 € par dossier traité. La mission sera financée par la cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire versée au CDG 69. La commune de Saint-Georges-de-Renens devra signer une convention d'adhésion avec le CDG 69 dans le cadre de la convention unique fixant les modalités et conditions d'exercice de cette mission. La durée de désignation du référent déontologue élu suit celle de la convention unique, soit jusqu'au 31 décembre 2024, renouvelable une fois pour une durée de 3 ans. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le décret numéro 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local, vu l'arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret 2022-1520, vu la délibération numéro 2021-44 en date du 6 septembre 2021 portant adhésion à la convention unique du centre de gestion 69, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire et en avoir délibéré, donc décidera donc de désigner le référent déontologue du CDG 69 comme référent déontologue des élus locaux de Saint-Georges-de-Renens, confie au CDG 69 le soin de mettre à disposition du référent tous les outils nécessaires à la saisine et au traitement des questions dans les conditions visant à garantir la confidentialité nécessaire, dit que les rémunérations du référent déontologue sera assurées par le CDG 69 dans le cadre de la cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire versée au CDG 69, approuve la convention d'adhésion annexée et définissant les modalités d'exercice de la mission et de traitement des questions et autorise monsieur le maire à la signer avec le CDG 69. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci beaucoup. Nouvelle tarification des garderies et de la cantine scolaire. Bernard. Moi, ça va être beaucoup plus simple, je crois. Comme chaque année, la commission scolaire vous propose une nouvelle tarification des repas et de la garderie. Alors, comme vous le savez, la commission est forte de propositions, mais c'est le conseil qui, en dernier ressort, décide. Donc, lors de notre réunion, il y a une quinzaine de jours, nous vous proposons les nouveaux tarifs suivants. Pour la maternelle, le repas serait à 3,90 €. En élémentaire à 4,40 €. Le personnel communal qui peut aussi profiter du restaurant scolaire aurait son repas à 6,90 €. Et les enseignants qui en profitent également, le repas est fixé à 8 €. En ce qui concerne la garderie, il y a 2 taux. Il y a le taux du matin parce qu'il y a 1 heure. Nous vous proposons 1,40 €. Et le soir, c'est 2 heures, donc 2,80 €. Y a-t-il des questions? Oui, sur les tarifs, on est où en progression par rapport aux anciens tarifs? Quel est le pourcentage, s'il y a augmentation, j'imagine, ou baisse? Donc, au cours de notre discussion, nous avons décidé de fixer une augmentation de 10%, englobant les prix de la nourriture, des aliments, du personnel, de l'électricité et du gaz. L'ancien tarif était donc en maternelle 3,55 et on passe à 3,90. En élémentaire 4 €, on passe à 4,40. Personnel 6,25, 6,90 et enseignant 7,30, 8 €. Donc, oui, cette augmentation prend application au 1er septembre. Et on avait décidé en commission de toutes les années faire une augmentation, tout doucement, enfin suivant la conjoncture, pour éviter de faire tous les 3 ou 4 ans une augmentation qui sera un peu bien conséquente. Comme le dit Blandine, le prix du repas à Saint-Georges
correspond à 50, enfin les parents payent 50% du prix du repas. Donc nous subventionnons à 50%. Bien sûr, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'est pas parti sur comme ça à la légère, on s'est un peu renseigné à droite à gauche, sur des communes voisines notamment. Il faut savoir qu'à Arnas, le repas élémentaire maternel est fixé à 4,50. À Belleville, il est à 3,95 pour les 2 niveaux. À Saint-Étienne-les-Oulières, il est à 3,75. Mais là, c'est une association qui gère cette cantine-là. Et j'avais demandé, on a peu eu le retour d'information, savoir si la mairie subventionnait aussi cette assoce. Et comment ça pourrait... Oui, sûrement, mais je veux dire, j'ai pas eu les chiffres, les résultats. Par jour, ça fait vite du volume. Tu sais, alors, pour aller un peu plus en détail, si on prend les repas, quand on a fait les 50 repas à l'école élémentaire, on achetait le repas à 3,90. Hein. Donc, ici, le revendent au prix coûtant, on était à 3,34. Ils ont une. 3,90, c'était quoi pour 3,90 ? Le même repas, enfin, en quantité, le même repas qu'à l'école, qu'à la cantine. Hein? Même pas. C'est même plus le prix d'un sandwich. Il y avait exactement le même type de repas. Il y avait une entrée, une viande, un légume, un fromage et un dessert. Dans la restauration un peu industrielle, Ouais. Ce sont ces prix. Parfois. Poulet en plastique. Ah, j'ai pas dit à la même qualité, j'ai dit à la même. Poulet en plastique. On n'a pas comparé de produits. Des patates germées, La bouche est sans D'autres questions? Il est proposé au conseil municipal donc, de valider les tarifs que je viens de vous annoncer. Ces tarifs seront applicables à partir du 1er septembre de la nouvelle rentrée scolaire. Qui est d'accord? Ah, oui. Peut-être juste une question, puisque Saint-Georges a répondu présent pour le projet d'alimentation territoriale. Est-ce que tu as intégré les coûts qui seraient normalement un peu plus importants si justement on allait au bout de cette démarche? Pour quelle raison c'est important? Parce que dans le projet d'alimentation territoriale, on va vers des modes de culture plus vertueux, on fait appel à des produits qui sont plus bio. Donc, est-ce qu'on va arriver justement à maintenir les chiffres que tu présentes, même si on intègre après l'agriculture territoriale? C'est chaque année on les revoit. Donc, si on intègre une nouvelle source d'alimentation, on intégrera le prix en fonction. D'accord. Et comme tout le monde le sait, on a un projet d'une nouvelle cantine. Donc, je pense qu'à l'arrivée de la nouvelle cantine, on reverra ces tarifs et tarification. Cette tarification, elle a été faite en l'état avec la conjoncture et le prix de la masse salariale et le prix de l'alimentation qui a augmenté aujourd'hui. Oui. Vous avez remarqué, puisque de toute façon, on reste avec les mêmes fournisseurs. On reste avec les mêmes fournisseurs, le même personnel. Merci. Donc, qui est d'accord pour ces nouveaux tarifs? Qui s'abstient? Qui s'y oppose? Merci. Avantages en nature et prestations d'action sociale, Blandine? Alors, comme on est dans la soirée des mises à jour, on a encore une mise à jour à faire. Donc, on avait une vieille délibération des années 90, je crois, sur les avantages en nature et les prestations d'action sociale. Donc, c'était des aides pour les agents. Ce qui s'est passé, c'est que dans les... Je ne sais plus la date exacte, Paul, le CNAS, c'était en 2004, enfin, 2015, 2016 Ouais, 2015-2017. Donc la commune a adhéré au CNAS, donc c'est un organisme, c'est un peu le CE, on va dire, du public. Donc on paye une cotisation annuelle par rapport au nombre d'agents qu'on a, et c'est cet organisme qui verse les prestations d'action sociale. Donc ça peut être des aides pour les vacances des enfants, des choses comme ça. Donc en fait, notre vieille délibération, elle n'avait plus lieu d'être.
Donc c'est pour ça qu'on vous demande de la mettre à jour et de simplement conserver l'avantage en nature par rapport au repas, puisque ça c'est quelque chose en interne. Donc je vais vous lire la délibération, vous l'aurez. Vous aurez le détail, mais voilà, c'est qu'on supprime la délibération qui était en cours, puisqu'elle fait doublon avec le CNAS auquel on adhère aujourd'hui. Je vous dis la délibération, puis si vous avez des questions, vous me dites. Monsieur le maire rappelle l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe de la mise en œuvre d'une action sociale par les collectivités territoriales et leur établissement public au bénéfice de leurs agents. Il s'agit d'obligations légales et d'une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales qui doivent figurer dans les budgets. L'action sociale collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Dans ce cadre, des prestations d'action sociale peuvent être octroyées. Ces prestations présentent des caractéristiques suivantes. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et le cas échéant de sa situation familiale. Les prestations sociales se constituent par un élément de la rémunération, et elles sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir. Il appartient à l'organe délibérant de déterminer le type d'action à mener et le montant des dépenses à engager pour les prestations d'action sociale, ainsi que les modalités de mise en œuvre. La gestion des prestations peut être assurée par la collectivité locale et établissements publics territoriaux pour tout ou partie et à titre exclusif par des organismes à but non lucratif ou des associations nationales ou locales type loi 1901. La commune de Saint-Georges-de-Renins a fait le choix d'adhérer au CNAS afin de proposer des actions en faveur du personnel. Monsieur le maire rappelle la délibération du 4 juillet 2022 qu'il convient d'ajuster comme suit pour éviter tout doublon. Donc il va rester dans nos avantages en nature. En avantages en nature, repas. Le personnel présent avant et après l'heure du repas ne disposant pas d'une coupure de 20 minutes minima a la possibilité de manger dans les cuisines du restaurant scolaire. Cet avantage est soumis aux charges sociales, il figure sur la fiche de paie, puis il est rajouté au salaire net. Donc le repas est pris en charge par la commune. Donc le conseil municipal après délibération décide de modifier les prestations d'action sociale et d'avantages en nature telles que présentées. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci Blandine. Subvention EHPAD, les jardins d'Anne. Bien, je vous lis le texte de la délibération et puis j'essaierai de vous apporter des explications. Le maire indique à l'Assemblée que la situation financière de l'EHPAD Les Jardins d'Anne reste toujours très tendue. En effet, le contexte actuel caractérisé par la hausse des prix pour l'alimentaire et les soins, l'augmentation des prix de l'énergie et l'évolution de la masse salariale, avec notamment les arrêts maladie, ne permet pas à l'EHPAD de subvenir à ses dépenses courantes. Il y a quelques années, cette situation était rare. Aujourd'hui, ce sont les établissements en bonne santé financière qui deviennent presque l'exception. D'après les estimations de plusieurs fédérations, près de 80% des EHPAD publics et associatifs n'ont pas bouclé leur budget en 2022. En 2019, le déficit moyen des établissements s'élevait à 30 000 €. Ce chiffre est passé à 260 000 € en 2022. Dernier recours, les agences régionales de santé, l'ARS, elles vont être appelées comme pompiers pour éteindre l'incendie. Les ARS disent que si vraiment vous n'y arrivez pas, votre situation sera regardée au cas par cas. Mais pendant qu'on sauve les établissements de la mort, on n'investit plus, regrette Pascal Chambert. Reste que pour certains EHPAD, les problèmes financiers pourraient causer leur fermeture. La Fédération HAP s'est livrée à un calcul pour mesurer l'étendue de la catastrophe qui s'annonce, avec une moyenne des déficits à 260 000 € et le coût d'une place en EHPAD, toutes sections tarifaires confondues, soins, indépendance et hébergement qui s'élèvent à 43 000 €. Si on fait une règle de 3, on arrive à une suppression théorique de 6 places par établissement. Projet Charles Guéprat, c'est complètement antinomique avec les politiques de soutien aux EHPAD. Les pouvoirs publics sont bien informés de la situation, des réflexions doivent être entamées dès l'été pour repenser le modèle financier des EHPAD. Mais pour les spécialistes du secteur, il est urgent de ne plus attendre. Nous ne sommes pas dans la même temporalité. On compte en jours et en mois. C'est pour cela que nous demandons un fonds d'urgence dès maintenant de 750 millions, plaide Charles Guéprat.
Les pouvoirs publics nous parlent de crédit en fin d'année, mais on ne sait pas si certains établissements tiendront jusque-là. Dans ce cadre, pour permettre à l'EHPAD des Jardins d'Anne de supporter ses dépenses incompressibles de fonctionnement, le maire propose au conseil municipal de lui verser une subvention. Le conseil municipal, après délibération, décide de verser une subvention à l'EHPAD des Jardins d'Anne à hauteur de 100 000 €, autorise le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Et en fait, il y a plusieurs faits qui s'enclenchent et qui se cumulent pour aller tous dans le même sens, c'est-à-dire une augmentation une trésorerie tendue et peut-être un déficit de l'EHPAD certain dans les 2-3 années qui viennent. En fait, si vous voulez, depuis 10 ans, les pathologies des résidents sont aggravées, les gens vivent de plus en plus vieux, on rentre de plus en plus tard à l'EHPAD éventuellement, et donc on a des cas des soins beaucoup plus lourds à apporter. On est un établissement quand même médical de santé, donc les soins doivent être adaptés aux personnes présentes. Ça, c'est la première chose, des soins plus élevés. La seconde chose, c'est qu'on est aidé par le département, hélas, qui bien évidemment revalorise leurs tarifs, mais en fonction des coûts, et ça fait des revalorisations, surtout en ce moment, qui ne sont pas à la hauteur des coûts que nous subissons, notamment en matière de nourriture, en matière d'énergie, en matière de tout ce qui est fonctionnement quotidien, puisque tous les prix augmentent. Autre chose qui ne va pas dans le bon sens, c'est que nous avons un établissement qui a des prix raisonnables pour les patients, ce qui fait que nous sommes parmi les moins chers. Mais bon, la contrepartie, c'est que ça tend la situation tant que ça allait bien, que les prix n'étaient pas trop élevés en matière de fourniture. Nous pouvions subvenir à ces besoins, mais aujourd'hui, la direction d'EHPAD a de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, il faut les aider. Alors, je ne parle pas des problèmes de subventions qui arrivent un petit peu en retard, parce qu'il y a eu tous les remaniements de la trésorerie, l'abandon de la trésorerie de Beaujeu, de Belleville, et puis tout est remonté à Villefranche, ce qui leur a fait un afflux de travail important, avec pas forcément les effectifs qui suivaient. Donc, fatalement, on arrive à des situations un petit peu plus difficiles en termes de trésorerie. C'est la raison pour laquelle moi je vous propose d'accorder cette subvention. Puis en parallèle, nous allons mettre en place un suivi un peu plus fin de la trésorerie au mois le mois, de façon à ne pas avoir à réagir aussitôt dès qu'une subvention n'arrive pas ou dès que quelque chose n'arrive pas, de façon à ce qu'on ne soit pas dans cette situation de pression importante. La directrice et les gens qui sont là-bas doivent se concentrer sur le bien des résidents, et je pense qu'on peut se flatter d'avoir un EHPAD qui accueille les résidents avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, et les gens sont plutôt bien considérés et bien soignés. La nourriture, eh bien, on essaye de l'améliorer également, mais ce n'est pas toujours simple compte tenu des budgets. Donc, on parlait fort justement Franck tout à l'heure. Voilà, donc dans tout ce contexte, il est important d'épauler cette association. Je vous rappelle que l'EHPAD, la commune, elle est quasiment autonome en financement. Tous les travaux qui avaient été faits, le rachat, il y a eu des emprunts, c'est l'EHPAD qui l'a payé. En contrepartie, elle payait plus le loyer HVVS que nous avions avant 2009. Donc ça lui réussissait de passer, mais maintenant c'est beaucoup plus tendu. Donc on ne voudrait pas qu'on arrive à une situation de blocage, et c'est la raison pour laquelle il est urgent d'accompagner, mais il est urgent aussi de trouver des solutions de confortement. Peut-être demain sera-t-on contraint d'aider l'EHPAD régulièrement, comme on le fait pour les écoles, comme on le fait pour d'autres choses. Et ça fait partie peut-être du rôle social aussi que la commune doit assumer. Nous avons eu la chance d'avoir cet établissement grâce au legs des Demoiselles Flétou. Jardin d'Anne, c'était Anne Flétou.
grâce à ce legs qui nous a permis également de faire la résidence Flétou, qui était leur maison que nous avons réhabilitée. Donc je crois que le moins qu'on puisse faire, c'est d'être vigilant pour que ce legs ne se perde pas dans les nus et que ça continue, que ça puisse accueillir les résidents, puisque nos résidents sont quand même heureux de pouvoir finir leur vie, puisqu'il s'agit bien de cela, dans un établissement qui a quand même une certaine humanité, une certaine façon d'accueillir les résidents. Voilà, je suis à votre disposition pour toutes les questions. Jocelyne, peut-être les questions que vous voudriez nous poser. Mathieu. On sait le coût de résident, ce que paye le résident, si c'est selon les tarifs sont les mêmes pour tout le monde, ou selon les pathologies. C'est grosso modo 2 000 euros, hein, en moyenne. 2 000 euros. Ce qui est par rapport à d'autres, je ne parle pas des établissements privés, hein, par rapport à d'autres, même d'établissements publics, on n'est pas relativement très correct. Oui, bien sûr, on ne peut pas augmenter le prix comme on veut. C'est le résident ou la famille du résident qui touche des indemnités, des styles GIR et autres? Oui, c'est le résident. Ça vient en déduction de son loyer. L'apport. Attribue un GIR et en fonction du GIR du patient, on va dire, du résident, voilà, il y a des aides qui sont allouées ou pas. Il y a aussi, tu parlais tout à l'heure de l'art, c'est du département, et on a des personnes qui touchent, qui sont à l'aide sociale. Ces dossiers ne sont pas encore traités depuis l'année passée. Donc l'argent ne rentre pas au jardin. Ce qui rentre dans le déficit. Mais ce qui aggrave le déficit. Oui. On ne dit pas que ça vient de ça. Hein. En fait, grosso modo, il y a un déficit certainement structurel, mais pas à cette hauteur. Et puis, il y a tout le reste, c'est la trésorerie. La trésorerie, on est obligé, on ne peut pas... pour payer des salaires, il faut avoir l'argent en caisse. Et on a une idée de la proportion de retard de trésor versus déficit structurel? En fait, aujourd'hui, allez, on va dire qu'on a 89 000 à payer à nos fournisseurs. Hein, le retard, il doit être de 60 et quelques mille. En revanche, après, en fait, il y a un phénomène, c'est la raison pour laquelle on demande 100 000 euros, c'est pour être tranquille. Parce que si tous les mois on revient, ça va être inconnu. D'autres interventions? On va passer au vote. Qui est pour d'accord pour accorder cette subvention à l'EHPAD à hauteur de 100 000 euros? Qui s'abstient? Qui est contre? Bien, je vous remercie beaucoup pour l'EHPAD également, et puis les résidents qui, j'en suis persuadé, même si on ne peut pas leur dire, sont reconnaissants que nous occupions d'eux. Questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Ou des interventions? Il y a Tour de France jeudi à Belleville, qui s'arrête à Belleville. Et alors? Ah, tu voulais dire? Et alors? Moi, je reparlerai bien de la commission scolaire, qui a eu 2 actions cette fin d'année. La première action, c'était de renouveler le bureau des enfants, des conseillers communautaires enfants. Comme vous le savez, l'année dernière, on avait mis en place ce conseil de communauté des enfants. Et cette année, nous l'avons fait à partir d'élections. Nous voulions que ça soit déjà un acte citoyen, un premier acte citoyen, un premier élément d'éducation civique. Donc nous avons mis en place des élections, mais vraiment à l'identique des élections que nous faisons, nous adultes, pour voter un député, un maire, un président de la République. Il y a eu des feuilles d'émargement, il y a eu des bulletins de vote, il y a eu un isoloir, il y a eu une urne, il y a eu un dépouillement à l'urne et une lecture des noms et coché sur le tableau de dépouillement. Donc, une fois que l'on a mis tout ça, oui,
Donc une fois qu'on a fait cette élection le lundi 4 juillet, mardi 4 juillet, merci Mathieu, le mardi 4 juillet à 16h30 à la sortie des cours des enfants. Alors petite remarque, nous n'avons pas été énormément aidés par le corps enseignant, qui à notre avis c'était un élément éducatif, donc on aurait pu avoir un peu plus d'aide. Ce qui fait qu'on a eu malheureusement, et ça reflète peut-être la vie actuelle, nous avons eu que 36 enfants qui ont voté dans chaque niveau par rapport à l'effectif de 65 à 70 enfants. Donc ces enfants ont fait leur choix. Il était dans chaque catégorie, c'est-à-dire que les enfants de CM1 d'aujourd'hui se portaient candidats pour l'année d'après, donc pour les CM2. Nous avions décidé d'avoir 5 élus, nous avons eu 10 candidats, donc 5 enfants ont été élus. Et pour les enfants de CE2 qui seront donc en CM1 l'année prochaine, nous avions décidé de mettre 4 enfants élus et nous avions 8 candidats sur cette liste-là. Donc je peux vous donner les noms des enfants qui ont été élus. Donc pour le CM1 de l'année prochaine, nous avons Nolan Proton, Louis Monfray, Anaë Brugière et Jade Mosca, donc qui sont les conseillers communautaires de ce niveau-là. Communal, communautaire. Et pour le niveau CM2, donc nous avons 5 élus. Léna Hénard, qui pour la petite histoire, en tant que conseillère communale, m'a assisté samedi pour marier ses parents. Elle était toute contente et le progrès devrait nous faire un bel article normalement, mais s'ils veulent bien nous le passer. Nous avions donc autre élu Chahine Bouafia, Maëlys Griot, qui elle était avec son papa vendredi soir en tant que nouvel arrivant. Nous l'avons applaudi, nous l'avons ovationné, elle était aussi toute émue et toute contente. Et 4e, Gaspard Rousselin, et 5e, Victoire Desroyaux. Quand je vous dis 4e, 5e, c'est pas un ordre, hein, on n'a pas fait de... C'est eux qui sont arrivés en tête, mais sans faire vraiment un classement. Et sur ces 5 enfants, c'est quand même 4 réélections. Il y en a 4 qui étaient déjà élus cette année. Voilà. Il y a la parité. Nous n'avons pas fait la parité. C'est un peu compliqué. La parité, on peut la faire que si on a des listes. Sans liste, on ne peut pas faire parité, on ne peut pas dire qu'on... C'est ballot, ouais. Mais si on regarde bien, 1, 2, et ben on a en CE2, enfin CM1, on a 2 garçons et 2 filles. Et en CM2, nous avons 1 fille, 2 filles, 3 filles et 2 garçons. Bravo. Bravo. Ben oui, quasi. En même temps, il y en a 9. Il y en a 9, oui. Voilà, on fait la parité. Il aurait fallu mettre un Il y aura pas de métis. Mais non, justement, je ne sais pas si tu as remarqué, ouais, c'est souvent un père, pour pas avoir l'égalité. Non, mais c'est pour ça quand tu l'as dit. Donc, si vous n'avez pas d'autres remarques à ce sujet, je passe au 2e sujet où la commission scolaire a beaucoup travaillé aussi, enfin un peu moins, là c'était plus facile, c'est la remise des calculettes aux enfants de CE-N2 qui sortent du primaire pour rentrer au collège l'année prochaine. Donc c'était le mardi 4 juillet aussi, à 18h30. Il y avait 53 enfants dans ces classes-là. Il y a eu plus de 40 enfants qui étaient présents le soir même à 18h. Et je pense qu'il y avait, sans les avoir vraiment comptés, mais il y avait aussi une quarantaine de familles. Les familles ont beaucoup apprécié et ont remercié la commune pour ce geste, ce petit cadeau de fin d'élémentaire. Commission scolaire. Vous aussi, ceux qui travaillent à la commission scolaire? Non? Tout le monde le sait. Alors moi je vais vous faire un peu l'appel des manifestations courant juillet-août. Donc c'est surtout sur juillet. Donc le 14 juillet il y aura la commémoration. Donc le départ il est donné à 11h
place de l'église, et après on se retrouvera au monument aux morts. Et donc samedi, le comité des interclasses, donc le samedi 15 juillet, le comité des interclasses organise les feux du parc avec en partenariat la mairie de Saint-Georges qui nous offre le feu d'artifice. Voilà, donc ce sera à partir de 19h au parc. Il y aura barbecue et feu d'artifice ensuite. Non, à la mairie quand même. Le feu d'artifice c'est offert par la commune. Il y aura de la musique? Ben, avec le feu d'artifice, oui, bien sûr. C'est qui? Il y aura de la musique. Après, il y a un bal, parce que j'ai vu, il y a un bal. Oui, il y aura de la musique comme d'habitude. Voilà. Qui se passe pour cet été et après on se retrouvera en septembre à la rentrée scolaire. Oui, ah oui, on n'aura peut-être pas de conseil d'ici là. Donc oui, après il y aura le premier vendredi le vendredi. Le 2 ? Non, c'est le 1er septembre, voilà, la libération de Saint-Georges. Et le dimanche 3, le forum des associations. Au forum associatif. Être écrit, Non, mais voilà. Tu veux parler de l'accueil des nouveaux arrivants, non? Bah, je pourrais parler, ouais. Si, je peux en parler. On était. Donc en fait, dans le vendredi soir, on a accueilli donc, les nouveaux arrivants. On était à peu près 80. Il y avait 29 nouveaux arrivants, enfin, on va dire une petite trentaine, qui représentaient à peu près 12 familles. Voilà. Donc il y avait quasiment toutes les associations qui étaient présentes, donc soit les présidents, ou soit des représentants de l'association. Bon, le maire a fait donc, un petit discours sympa, puis après donc, tout le monde s'est présenté en fait. Donc les habitants sont présentés, ils ont donné leur nom et puis l'endroit où ils habitaient. Après donc, toutes les associations sont présentées, tous les élus sont présentés. Puis après on a bu un coup ensemble et puis on a discuté. Donc je sais qu'il y a 2-3 associations qui ont récupéré des adhérents. Ouais, donc des adhérents. Bon. Ça servait un peu. Alors on fera ça l'année prochaine, alors on essaiera peut-être de faire un peu mieux, je sais pas. Enfin moi je trouvais que c'était pas mal, mais on peut toujours faire mieux quoi. On fera mieux. Effectivement, merci, oui, c'était très bien. Ouais. C'était très bien. Bon après on était que 3 pour ranger, mais bon ça c'est normal. On était que 3 pour ranger. On a tout remis comme il faut. Hein. On a tout rangé. On a tout rangé comme il faut. Merci Pierre. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Et puis, Didier, j'ai oublié Didier. Maurice, pardon. Je vais y arriver. Oh merde, François. Paul et les autres. Pas d'autres interventions? Quelqu'un veut intervenir? Attendez. C'est là. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je voudrais qu'on termine notre conseil municipal. Vous voulez intervenir à quel sujet? Je voudrais savoir quelle distance les lignes devaient être par rapport à une habitation. Nous en parlerons hors conseil si vous le voulez bien. Merci. Donc je voulais dire que le prochain conseil municipal, on pourra le faire à la rentrée, mais ou le 4 ou le 11 septembre. On vous communiquera une date en fonction de... Alors le 4 c'est la rentrée, ça sera peut-être un peu trop près. Voilà, donc on vous le confirmera. Je voudrais vous dire aussi que je vous souhaite d'excellentes vacances, puisque j'imagine que vous allez essayer de profiter du beau temps ailleurs aussi, puisqu'il y en aura à Saint-Georges beaucoup, mais peut-être dans d'autres secteurs, et je vous souhaite d'en profiter. Et puis je vous remercie pour être venu à ce conseil municipal et que je déclare clos à cet instant précis et vous donne rendez-vous au prochain. Merci, bonnes vacances.